Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. Ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous en avez l'habitude, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de ce nouveau mag, le voici, le voilà. On s'intéresse cette fois-ci au fonds Femmes et Avenir, un fonds de dotation qui vient en aide aux mamans solo. Comment cela marche, comment ça fonctionne? Quelle est surtout la situation en France quand on parle de monoparentalité? Élément de réponse avec nos invités dans un instant. Un fonds qui a pour ambition, vous allez le voir, de faire de la monoparentalité une cause nationale. Quelle est la stratégie adoptée? Quel lien entre monoparentalité et pauvreté? Comment inverser surtout cette tendance? Élément de réponse, ça aussi dans un instant. Et puis Alix, dans ta loupe, tu me parles de Commune, c'est une start-up de co-living monoparental. Dans un instant, dans 10 minutes, juste après l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Angélique Gassemi. Bonjour Angélique. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du fonds Femmes et Avenir. On en parle dans un instant. Vous êtes venue avec Mathilde Ozou. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ambassadrice du fonds Femmes et Avenir, chargée de la mobilisation des employeurs, coach professionnel. Exactement. Développement personnel et organisationnel, coach de vie et experte. On va beaucoup en parler bien sûr. Monoparentalité en maman et papa solo. Qu'est-ce que ce fonds Femmes et Avenir? Alors, c'est une œuvre philanthropique qui a été initiée en février 2021 pour faire de la monoparentalité une grande cause nationale. Pourquoi? Alors, le pourquoi, on est parti d'un constat qui est difficile et qui est partagé aujourd'hui, c'est que 30% des familles en France sont monoparentales. 85% de ces familles sont gérées, assurées par les femmes. On a 4,7 millions d'enfants qui sont élevés principalement par ces femmes. Près de 5 millions d'enfants. De petits Français. Voilà, de petits Français, dont 41% de petits Français vivent dans la pauvreté. Et en fait, face à ce constat, nous ne pouvons pas rester silencieux ou observateurs. Nous avons décidé, je ne suis pas la seule, je suis entourée par 50 cadres dirigeants, des personnes qui sont actives, des personnes qui ont une influence. Nous avons décidé en février 2021 de créer la première œuvre philanthropique pour traiter collectivement pouvoir public, employeurs, influenceurs, journalistes, mais aussi citoyens, pour agir, faire expliquer ou sensibiliser à tous les professionnels, mais aussi à l'opinion publique, l'ampleur de ce phénomène, qui ne concerne pas uniquement les personnes pauvres ou les quartiers défavorisés. Ça concerne tout le monde. On connaît tous quelqu'un. Tout le monde. Quelle que soit la strate de la société. Mathilde Ozou, est-ce que ces chiffres que vient d'égrener Angélique Gassemi, est-ce que ces chiffres sont peut-être un peu méconnus du grand public? Ils sont complètement méconnus. 30%. Ils sont méconnus. Pourquoi ils sont méconnus? Parce qu'aujourd'hui, la société, les médias, en fait, communiquent énormément sur les familles monoparentales qui sont dans la pauvreté matérielle, mais ils ne communiquent pas sur la pauvreté psychologique. Moi, par exemple, j'en suis, mon exemple personnel, c'est que j'étais cadre supérieur et que je n'ai pas osé, moi, quand je me suis séparée il y a 10 ans, parler de ma situation par honte. Et je me sentais pas concernée parce que je n'étais pas dans une pauvreté en fait matérielle, mais psychologiquement je l'étais. Et c'est en ça en fait que je me suis engagée aussi auprès d'Angélique, auprès du fonds. C'est pour lutter contre la précarité psychologique qui a un impact très important sur nos enfants. Quel est le lien entre la monoparentalité et la vulnérabilité et plus largement la pauvreté? Alors aujourd'hui, les chiffres le confirment. La monoparentalité, toutes les familles monoparentales sont exposées, sans exception, peut-être 5% qui sont exclus, à un risque fort de précarité et d'appauvrissement pour une simple raison. C'est que 85% de ces familles sont assurées par les femmes. Nous connaissons tous qu'il existe dans notre société, et dans toutes les sociétés, des inégalités professionnelles. Le jour où les femmes, cadres dirigeantes, ouvrières, se retrouvent seules à élever, à éduquer un ou plusieurs enfants, quelle que soit la catégorie sociale, ces femmes sont actives majoritairement, elles se retrouvent face à un contexte qui est déstabilisé complètement, face à un contexte où elles n'ont pas les moyens pour agir. Et malheureusement aussi dans une entreprise qui n'est pas ni informée, ni outillée pour aider ses parents,
pour rester dans l'emploi. En fait, l'enjeu, c'est le décrochage vis-à-vis de l'emploi. Et en fait, 75% des personnes, des parents qui quittent l'emploi basculent dans la pauvreté. Mais tous ces chiffres, moi, franchement, ils me donnent froid dans le dos. Est-ce qu'on sait pourquoi ces femmes, elles sont plus exposées, justement? Les femmes qui vivent en monoparentalité? Oui, les mamans solo. Elles sont plus exposées parce précarité. que déjà, voilà, c'est un fait, Angélique est là pour en témoigner, c'est qu'on n'en parle pas assez, du moins sur la partie employeur. Elles sont exposées parce qu'elles n'osent pas en fait se montrer différentes, elles veulent absolument rester et garder leur emploi, moi je l'ai vécu. Et donc on veut tellement être dans un moule qu'on n'est plus exposé parce qu'on se privilégie plus et donc on délaisse aussi nos enfants parce qu'on a tendance à privilégier notre emploi parce qu'on veut absolument le garder, on se met à fond dans notre emploi. Mais c'est ce que j'ai vécu et c'est les femmes que j'accompagne aujourd'hui. On se met à fond dans notre travail jusqu'à en oublier notre santé mentale. Et donc, là, en termes de charge mentale, j'imagine que exactement. La précarité, elle est plus que doublée en fait quand on est maman solo. Exactement. Et pour compléter, je dirais, c'est culturel. C'est question de mentalité. Et ça veut dire les femmes, lorsqu'elles prennent la charge du foyer, malheureusement, à part les 15% des hommes qui sont engagés financièrement et aussi engagés dans l'éducation des enfants, on a quand même 95% de démissions. C'est ça, l'enjeu est là. Le premier facteur qui explique cette précarité générale, malheureusement, elle est culturelle. C'est dans la démission du père. Il n'y a pas de coparentalité responsable en France et d'ailleurs dans le monde entier. D'où l'importance. Mais ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas de prévention, il faut le dire, c'est la réalité. Il n'y a pas de politique de prévention nationale. Vous pensez que c'est un sujet tabou ? Moi, je pense que c'est un sujet, on n'a pas vu l'explosion des séparations, parce qu'aujourd'hui, la monoparentalité, elle est liée dans 80% des cas à des séparations. Et en fait, les séparations se passent en France et dans le monde entier, encore une fois, c'est culturel, par un choc émotionnel chez l'homme et chez la femme. Et en fait, ce choc émotionnel, malheureusement, provoque des conflits, c'est une réalité, des violences aussi, c'est une réalité. Aujourd'hui, 60% des femmes qui sont séparées ont subi les violences conjugales. Et ça veut dire, c'est tout un événement qui s'est produit rapidement, qui explose d'ailleurs aujourd'hui, on le voit, qui concerne tout le monde. Chez les jeunes, aujourd'hui, les divorces vont être encore plus massifs. Et en fait, on n'a pas traité ou on n'a pas pris en compte cette problématique. On n'a pas pris en compte cette problématique. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de politique nationale de lutte contre la précarité des familles monoparentales. Et je pense aussi, parce qu'on pense dans l'imaginaire collectif, que c'est un sujet qui concerne que les femmes ouvrières, que les femmes qui sont en bas de l'échelle. Sauf qu'aujourd'hui, on voit... Le gouvernement est au courant des chiffres, il sait que ça touche toutes les strates de la société. Catégories. Il dit quoi, que les associations font le travail? Ça suffit pour le moment? Aujourd'hui, il y a des associations qui existent depuis 20 ans, qui sont gérées souvent par des femmes qui n'ont pas, les associations n'ont pas de vocation à proposer une vision, une feuille de route nationale. D'où l'intérêt effectivement de cette œuvre philanthropique baptisée Femmes et Avenir, parce que Femmes et Avenir, elle a proposé depuis 2021 une stratégie d'action collective avec les pouvoirs publics, avec les employeurs, avec la société civile, et elle a proposé un plan d'action national. D'ailleurs, elle a lancé en septembre dernier le premier programme national baptisé Aide aux familles monoparentales et lutte contre la précarité de ces familles. Et avec ce programme, on propose d'agir, premier axe, sensibiliser, informer, prévenir les pouvoirs publics, l'État, l'Europe, pour mettre en œuvre effectivement un cadre juridique protecteur. Nous demandons la mise en place d'un cadre juridique protecteur avec 8 mesures. 8 mesures nous portons. Nous avons rencontré les députés qui sont engagés sur ce projet. Nous avons rencontré récemment aussi des sénateurs. Nous avons rencontré aussi tous les membres du gouvernement. L'État, on a fait le tour de l'État. Ils ont pris conscience, je l'espère, qu'il y aura ce statut de famille monoparentale sans segmenter les familles. On insiste, sans segmenter les familles. Ça concerne tout le monde parce que 85% se sont assurés par les femmes. Parce que c'est un sujet d'égalité hommes et femmes. Le statut, c'est une urgence. Et après, à part le statut, on a proposé aussi d'autres mesures qui permettent effectivement de répondre à cet enjeu de maintien
dans l'emploi de ses parents, de maintien dans l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, on observe un phénomène qui touche aussi les hommes. On voit des cadres dirigeants hommes, qui quittent l'emploi. Et malheureusement, avec le départ de l'emploi, c'est le décrochage pour les enfants aussi. Et c'est vrai, au cœur de notre action, pour revenir, ce sont les enfants. 5 millions à peu près de Français qui sont concernés, dont 41% qui sont dans la pauvreté. Un risque fort de santé mentale, un risque fort de décrochage scolaire. L'État ne peut pas rester inactif, ni la société civile. Et je pense que ce sujet nous concerne tous. À nous, acteurs actifs, d'agir et de sensibiliser notre entourage, qu'il soit personnel ou professionnel. À nous d'embarquer nos organisations, quelle que soit l'organisation, parce qu'effectivement, on le voit, chaque rencontre avec un acteur, on sort avec le même constat. Oui. Les gens nous disent, mais on ne connaissait pas les chiffres, mais on ne savait pas que ça concerne autant du monde. Et je dirais aussi, même si les familles dites traditionnelles, on va faire tout pour protéger nos enfants. Si on se trouve demain, selon nos projections, avec 50% de familles monoparentales, si on n'aide pas ces enfants, si ces enfants sont blessés ou ils ont un problème psychologique, nos enfants vont rencontrer les enfants blessés. Et ça va être toute la société qui est blessée. Alix. Vous, personnellement, où est-ce que vous avez trouvé du soutien il y a 10 ans, quand vous vous sépariez ? Eh bien, j'en ai pas trouvé pour la simple et bonne raison, c'est la raison pour laquelle moi je m'investis auprès d'Angélique, c'est qu'il y a 10 ans, je me trouvais dans une position en tant que cadre supérieur où je me suis dit, comme je me sépare et comme je suis dans une situation professionnelle plutôt confortable, j'ai pas besoin d'aide. Parce qu'une femme aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, en fait, elle porte dans son inconscient qu'elle doit élever son enfant, sa famille, qu'elle est là pour ça, que c'est un devoir. Sauf qu'Angélique le rappelle très bien, c'est qu'on a aussi des droits. Et que moi, mes droits, il y a 10 ans, je les ai complètement occultés. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je suis tombée dans un burn-out. C'est que je n'ai pas voulu d'aide. Je me suis dit que j'avais la possibilité, le devoir de gérer ça toute seule. Et moi, c'est un burn-out qui m'a permis, voilà, parce que j'étais consciente de ça. Moi, j'ai vu la souffrance dans les yeux de ma fille. Elle me voyait dépérir. Et c'est au moment où je me suis rendu compte de la souffrance dans son regard, je me suis dit, il faut que tu changes, en fait. Et c'est là où je me suis fait aider, mais j'ai pris personnellement, voilà, j'ai rencontré un coach, une psychologue, qui m'ont permis, en fait, de me transformer. Et c'est la raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, j'accompagne les femmes. Et du coup, vous avez changé de métier ? Et c'est pour ça que j'ai changé de métier. Pour accompagner le plus grand nombre, c'est le message qu'il faut faire passer à tous ces hommes et femmes, effectivement, qui subissent une séparation et qui deviennent papa ou maman solo. C'est qu'ils doivent absolument demander de l'aide. Ils ne sont pas tout seuls aujourd'hui. Bien sûr, il faut demander de l'aide, mais il faut mettre en place un cadre juridique protecteur, j'insiste. Un cadre juridique qui protège les parents assurant seuls la responsabilité familiale pour que ces parents puissent rester dans l'emploi, pour éviter effectivement la discrimination, éviter les licenciements abusifs. Parce que derrière ces parents, il y a 5 millions d'enfants. Pour revenir à la remarque de Mathilde, il faut dire qu'elle fait partie de cette génération ancienne qui est effectivement forte, qui va se battre, etc. Aujourd'hui, on est face à une génération qui a changé. Déjà, les hommes veulent, on voit la nouvelle génération qui veut s'occuper des enfants, mais sauf qu'on ne leur donne pas, encore une fois, les moyens pour qu'ils puissent assurer cette garde partagée. Et il faut dire que la jeune génération des filles aussi, je pense, à force de voir leur maman se sacrifier, elles ne veulent plus assurer la garde totale, elles ne veulent plus avoir d'enfants aussi. Aujourd'hui, dans un contexte où on parle de la natalité, il faut effectivement rétablir cet équilibre vie privée et vie professionnelle. Il faut donner les moyens aux parents, effectivement, pour qu'ils puissent élever leurs enfants d'une manière digne. La société, elle a changé, mais les lois n'ont pas évolué. Quels axes de progrès rapides ? Dans quelle mesure l'enfant qui, vous l'avez rappelé, devient rapidement l'objet d'un affrontement entre parents qui souvent ne se supportent plus ? Comment on peut les accompagner au mieux sur le plan financier et surtout affectif ? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Affectif, ça va passer justement par le bien-être et la santé mentale du parent. Moi, je l'ai expérimenté à titre personnel. À partir du moment où je me suis pris en charge mentalement, psychologiquement, j'ai vu les répercussions positives sur ma fille. Donc c'est pour ça que l'aide, elle est bien sûr matérielle.
mais mentale, psychologique, d'une aide vraiment d'écoute, de se sentir écouté, accompagné, avoir les clés. Moi, aujourd'hui, je transmets des clés parce que c'est mon parcours. C'est de permettre à ses parents, justement, de raccourcir cette période, de ne pas aller jusqu'au burn-out et se dire, bon, je me prends en main et ça va aider mon enfant, en fait. Et quand on dit, voilà, la société, elle évolue, ce qu'a dit... Pardon de vous couper, peu importe l'âge, ils comprennent tout, même très jeunes, déjà très jeunes. Ah, mais moi, ma fille, quand je me suis séparée, elle avait à peine 3 ans. Et j'ai vu le basculement, à partir du moment où je me suis pris en main, j'ai vu son changement de comportement, très positif. Et aujourd'hui, comme l'a dit Angélique, elle est d'une nouvelle génération. Ma fille va avoir 16 ans. Je crois qu'ils n'ont pas trop de cercle énergétique, donc si elles sont fatiguées, si elles sont stressées, si elles sont déprimées. Et elle voit que je ne suis pas dans le sacrifice. Moi aussi, comme l'a dit Angélique, j'étais d'une génération, voilà, femme forte, etc. Mais le changement que j'ai produit sur moi, en fait, ma fille, elle le voit, elle voit que je ne suis pas dans le sacrifice, je suis dans le bien-être personnel. Et c'est pas être égoïste, c'est d'aider nos enfants à être bien. Et l'emploi est une priorité aussi pour ça. Et en fait, je dirais que ce statut, il est fondamental. C'est la première étape pour résoudre cette problématique. Le pourquoi? Parce que le fait que le pouvoir public reconnaît la vulnérabilité de ces familles, parce qu'elles sont gérées, encore une fois, par les femmes principalement, ça veut dire qu'on rend visible cette problématique. Une fois on rend visible cette problématique, les gens, ils vont sortir de l'isolement. Parce que c'est ça la question. Ça veut dire, je vais sortir de l'isolement. Les gens, ils n'arrivent pas à s'identifier aux pauvres. Ça concerne tout le monde. Je ne vais pas le dire parce que c'est un sujet de pauvre. Non, ce n'est pas un sujet de pauvre. C'est un sujet qui peut nous concerner. On peut se retrouver tous un jour, d'ailleurs, hommes ou femmes, confrontés à cette situation suite à un décès d'un conjoint ou suite à une séparation. Il faut qu'il y ait un cadre protecteur. Et sur le lieu de travail, le fait d'avoir ce statut, ça permet à l'employeur tout simplement d'être sensibilisé de l'ampleur de ce phénomène et d'intégrer ce statut dans sa politique RSE, RH. Et lorsqu'il intègre sa politique, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens financiers, ça nécessite juste un changement de mentalité. Est-ce que les papas et les mamans solo appellent ce statut de leur vœu? Oui. Est-ce que c'est pas leur coller une étiquette? Oui, c'est l'avocat du diable. Oui, aujourd'hui on le voit. Parce que vous, concrètement, vous n'auriez pas voulu de ça à l'époque? Bah si. Si? Avec du recul? Rétrospectivement. Avec du recul, bien sûr. Tout à fait. Non, je pense qu'il est de notre responsabilité en tant qu'acteur public économique de prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, il y a 30%, ce n'est plus un sujet qui concerne la minorité. Et aujourd'hui, les chiffres le disent, c'est un groupe vulnérable. Une famille sur 3. Et vous savez, on parle de la discrimination. Ces gens, on va les discriminer si on ne traite pas leurs problématiques. Mais si on reconnaît la vulnérabilité, ça veut dire on va si on décomplexe aussi le sujet, si on fait quelque chose de moins... Oui, tout à fait. Bien sûr. Et l'employeur, une fois il y a ce statut, ça veut dire il va écouter son collaborateur, il va mettre en place des aménagements de ses horaires, il va aussi peut-être réserver des places dans des crèches, dans des garderies, peut-être il va prendre en charge aussi l'aide scolaire à domicile. Ça veut dire que ce statut, il n'est pas stigmatisant. Ce qui est stigmatisant, c'est de ne pas traiter la problématique, c'est de laisser ces gens invisibles. C'est l'heure de la loupe, mesdames. Et on fait un gros zoom sur le co-living pour familles monoparentales. Oui, c'est ce que propose Commune. Pour rappel, le co-living, c'est un peu à mi-chemin entre la colocation et l'hôtel. Vous disposez d'une chambre avec salle de bain et toilettes privatives, mais aussi d'un service de ménage et d'espaces de coworking, par exemple. Jusqu'à présent, le concept séduit pas mal les jeunes salariés. Et c'est dans ce contexte que la start-up française a décidé de créer des résidences spécialement dédiées aux familles monoparentales. La première a ouvert ses portes à Poissy, en Île-de-France, en décembre 2023. C'est d'ailleurs la toute première résidence de ce genre au monde. Une réponse à la problématique souvent rencontrée par un parent célibataire fraîchement séparé lorsqu'il voit son niveau de vie diminuer et doit trouver un nouveau logement. Il s'agit aussi d'un bon remède contre la solitude, là aussi souvent ressentie dans ce contexte. On écoute Juliette Panard, elle est responsable des communautés chez Commune. Commune, c'est la première solution de logement au monde qui est 100% dédiée aux familles monoparentales. L'idée est née en 2021 d'un constat qui est très récurrent, c'est-à-dire que les familles monoparentales ont de grandes difficultés à se reloger suite notamment à une séparation ou un divorce.
et 2 ont une chute drastique dans le nombre d'interactions sociales qu'elles avaient avant la rupture familiale. Commune tente de remédier à cette double problématique avec des résidences qui sont pensées sur le modèle du co-living, c'est-à-dire un mix entre des espaces privés et des espaces partagés, ainsi que des services qui sont mutualisés, qui permettent aux familles d'aller de l'avant avec cette nouvelle vie et d'utiliser cette solution de logement comme un tremplin avant de pouvoir se projeter vers l'après. L'idée de Commune, c'est de pouvoir développer ces résidences partout dans le monde. On a un objectif qui est très ambitieux, qui est d'ouvrir 500 résidences en 10 ans. Notre première résidence a ouvert ses portes à Poissy dans les Yvelines il y a quelques semaines. La deuxième ouvrira à Roubaix dans le nord de la France au printemps 2024. Et de nombreuses ouvertures en France et à l'international sont à suivre dans les mois et années à venir. Les critères pour en bénéficier sont simples. Il faut donc être une famille monoparentale, bien sûr, avec au moins la garde partielle et avoir 1 ou 2 enfants d'au moins 2 ans. Commune demande également que le revenu soit au moins 2 fois le tarif proposé. À Poissy, par exemple, les tarifs vont de 1 190 € à 1 450 €. Ils incluent le loyer, les charges, mais aussi les services additionnels. Parmi les services, on trouve le forfait de ménage des espaces communs, une assistance juridique ou encore du soutien scolaire. Dans la résidence de Poissy, un espace détente réservé aux parents avec un bar a même été aménagé. Pour le moment, 6 familles y habitent sur un total de 13 logements. Mathilde, c'est une solution qui vous aurait parlé à l'époque ? J'en aurais rêvé. Moi, la grande difficulté que j'ai eue quand je me suis séparée, j'ai également perdu mon emploi. Donc, autant vous dire qu'en région parisienne, chercher un emploi quand vous avez un seul salaire et en plus au chômage, ça a été une galère. Je ne trouvais absolument pas de logement. Et j'ai eu la chance de tomber sur un homme qui a été élevé par sa mère, donc maman solo. Il m'a dit, écoutez, je vous donne bonne chance parce que sinon, vous n'allez jamais trouver de logement. Donc moi, quand j'ai vu que ça existait, mais j'aurais rêvé de cette solution, même pour ma fille. Se retrouver avec d'autres enfants, de pouvoir parler, échanger et surtout d'être avec des personnes qui vivent la même chose. Quand on sait qu'une maman solo sur 4 est propriétaire de son logement, une maman sur 4 seulement, c'est-à-dire que 3 sur 4 ne sont pas propriétaires, j'imagine que ça change toute la donne, avec un réel impact sur le budget. Le co-living, c'est une solution Alors, moi, intéressante. je dirais une initiative intéressante, mais qui n'est pas accessible à tous. Et transitoire, surtout. Bien sûr, une initiative intéressante, mais il faut déjà traiter la question de la monoparentalité avec une vision globale. Avec une vision globale, j'insiste. Il faut traiter les facteurs qui précarisent. C'est fondamental. Cette inégalité professionnelle qui fait que les femmes ont des petits salaires, des petits revenus, etc. Pour revenir au logement, nous défendons des outils et des projets structurels, notamment la création d'une caution solidaire pour aider les parents, d'ailleurs femmes ou hommes, parents assurant seuls la responsabilité familiale, à accéder à la propriété. C'est fondamental d'accéder à la propriété. Lorsqu'on est locataire et on a des enfants à stabiliser, etc., on a cette charge des enfants, il suffit de perdre son emploi. On n'est pas à l'abri d'une perte de l'emploi. Et il suffit de perdre son emploi et on se retrouve sans toit. C'est très important. Et qu'est-ce qu'elles transmettent aussi? Qu'est-ce qu'ils transmettent à leurs enfants si on n'a pas un toit, si on n'a pas un patrimoine? Il faut réfléchir, pouvoir public, employeur, banque, sur la mise en œuvre d'une solution qui permet effectivement aux parents qui le souhaitent d'avoir une aide. Je vous écoute religieusement, mesdames. J'ai quand même le sentiment qu'il faut avoir... J'ai beaucoup entendu, vous l'avez beaucoup répété, une vision globale. Vision globale, ouais. J'ai quand même le sentiment d'entendre des paroles d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Il faut avoir une vision entrepreneuriale, justement, pour venir à bout, ou en tout cas pour freiner ce phénomène aujourd'hui. Bien sûr. Si on n'a pas de vision, on n'a pas de stratégie. Si on n'a pas de feuille de route, aujourd'hui, on n'a pas de stratégie. On n'a pas de stratégie en France. En 2021, moi, lorsque je me suis penchée sur le sujet, j'étais très, très surprise. Pendant le Covid? Je ne comprenais pas je pense que mon divorce, il s'est produit au bon moment. Ça m'a permis, comme beaucoup de Français, de me pencher, d'avoir le temps pour regarder certaines réalités. Et en fait, lorsque j'ai fait l'état de l'art, j'ai découvert cette réalité, que j'ignorais d'ailleurs, cette réalité qui m'a étonnée. Comment ça se fait que la France, ce grand pays, moi j'ai fait les grandes écoles, ils m'ont appris qu'effectivement il y a l'égalité hommes et femmes. Je ne savais pas qu'il y a des inégalités si profondes, je ne savais pas qu'il y a ce sujet de monoparentalité qui constitue un enjeu pour la société. Et en fait j'ai découvert qu'il y a une absence
totale, et je le dis et je l'assume, d'une politique nationale de lutte contre la précarité des familles monoparentales. Encore une fois, les familles monoparentales, ce sujet, on doit le traiter à part. C'est 30% des foyers aujourd'hui et il sont existe monoparentales. un pays modèle pour vous? Alors, une bonne question. La monoparentalité, malheureusement, elle rime avec précarité dans le monde entier. Et pourquoi elle rime avec précarité dans le monde entier? Parce qu'on sait qu'il y a des inégalités historiques profondes, hommes et femmes. Et c'est ça qui explique en fait pourquoi il y a autant de misère dans ce sujet. Et ça veut dire que c'est un sujet qui nous permet peut-être de prendre conscience, de nous réveiller pour corriger les inégalités. Oui, mais est-ce qu'il existe un pays pour vous qui serait, en tout cas, dont on pourrait s'inspirer dans leur approche? Un pays modèle, non, ça n'existe pas. C'est un vrai sujet, la monoparentalité, pour beaucoup de pays dans le monde, d'ailleurs beaucoup de pays européens. Je pense qu'ils n'ont pas la solution. Vous prenez notamment la mise en place d'un guichet unique, c'est quoi? Alors, nous, il n'y a pas de guichet unique aujourd'hui pour la monoparentalité. Ça veut dire quelqu'un qui est actif, qui rencontre la monoparentalité, il est perdu en fait. Il y a tout un parcours qui se met en place. Je n'ai pas les bons interlocuteurs. C'est vrai qu'il existe un système public, c'est tout un système public qui agit, mais ce système il a été conçu il y a longtemps, qui n'est plus adapté à la réalité, à la transformation sociétale. Et en fait, ce système il est conçu, il faut dire, pour les pauvres, pour les gens qui ne travaillent pas. Oui. Il n'y a pas un système qui est conçu pour les actifs, pour ces femmes, parce que ça touche principalement les femmes, qui va les aider, qui va les stabiliser, qui va peut-être les éveiller aussi à la réalité pour éviter de rentrer dans le système qui va les tirer vers le bas. Le système, parce qu'aujourd'hui, on fait tout, effectivement, pour rappeler à l'ordre, rappeler les femmes leur responsabilité d'assumer les enfants, mais tout ça, c'est aux dépens de leur carrière, etc. Nous, on propose la création d'un guichet unique, digital, version digitale, mais aussi version physique, avec des vrais experts monoparentaux. Des gens, moi je crois beaucoup à la connaissance, je crois beaucoup à l'information. Ça veut dire des gens qui sont informés aux enjeux de la monoparentalité, aux facteurs qui précarisent et qui vont écouter en partenariat avec les employeurs ces salariés qui sont confrontés à la monoparentalité. Ils vont les écouter, mais ils vont les éveiller avec un objectif, bien évidemment, avec une vraie vision de les amener vers une coparentalité responsable, parce que ce sont les conflits, les violences qui malheureusement détruisent les enfants, les parents et la société. Ces experts n'existent pas aujourd'hui, ils n'existent pas sur le marché. Nous, on propose de former ces experts qui vont assurer l'écoute, l'éveil et l'orientation vers tout le système. J'allais dire c'est un métier d'avenir, mais c'est un métier de présent. il manque pas de boulot. Équation délicate forcément quand on connaît cette situation. Comment on rassure ses enfants quand on n'est pas soi-même rassuré? Quels mots on choisit? Vous qui êtes coach aujourd'hui avec un peu de recul. Avec beaucoup de recul, même par rapport à ce que j'ai mis en place avec ma fille. Dans l'urgence. Moi, le premier conseil que j'ai envie de donner aux parents, quels qu'ils soient, et les parents monoparentaux, c'est d'écouter son enfant et surtout de communiquer. Un enfant, en fait, c'est une éponge émotionnelle. Et si vous n'êtes pas bien, l'enfant va penser que c'est de sa faute. C'est juste naturel, en fait. Un enfant, c'est de l'émotion. Et il va penser que c'est de sa faute si le parent n'est pas bien. La première chose que j'ai mis en place avec ma fille, c'est la communication. Et je lui ai systématiquement répété. Elle avait 3 ans, rappelle. Elle avait 3 ans. Elle s'appelle toujours Anaïs. J'ai toujours dit, maman, elle n'est pas bien. Maman, là, elle pleure. Mais ce n'est pas de ta faute. Rassurer un enfant, c'est de lui dire pourquoi c'est comme ça. Un enfant comprend. C'est pas bête. C'est juste considérer l'enfant comme un être humain à part entière et c'est de lui dire les choses et le déculpabiliser de la situation. Et c'est en ça aussi que le guichet unique est important parce que les parents, ils sont perdus. Et de les aider dans cette communication, dans cette transmission, voilà comment communiquer avec votre enfant pour vous et pour lui. C'est vraiment le but aussi du guichet unique. Mathilde, je vous laisse regarder la caméra. Comment on aide aujourd'hui Femmes et Avenir, le fond? Eh bien, comment aider Fonds Femmes et Avenir? Tout d'abord, contribuer en tant qu'ambassadeur, parler de cette cause autour de vous parce qu'on est tous concernés. Et moi, particulièrement, je voudrais adresser un message aux employeurs. Voilà, pour leur demander leur soutien, leur aide, afin de sensibiliser
informer et surtout intégrer ce statut et ces parents au sein de l'entreprise et de les aider à rester, à être motivés, à être pleinement engagés avec vous parce que ces parents, ils sont quand même 1 sur 3, ils vont bientôt être 1 sur 2. Donc, chers employeurs, nous vous invitons à nous rejoindre et de plaider cette cause avec nous. Merci. Merci, vous étiez parfaite. Il nous reste 30 secondes. Vous aviez un vœu pour 2024 ? Un vœu pour 2024. Alors, c'est l'adhésion, la mobilisation nationale des employeurs, de la société civile et la mise en œuvre de ce statut de famille monoparentale. La monoparentalité, grande cause nationale. On croise les doigts. Angélique Gasmi, merci beaucoup. Présidente du Fonds Femmes et Avenir, Mathilde Ozou, ambassadrice du Fonds Femmes et Avenir, chargée de la mobilisation des employeurs. On l'aura compris avec ce message que vous venez de passer. Un grand merci à toi. Merci. Ma chère Alix, très en retard comme d'habitude. Mais bon.